Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de France 3 Normandie pour un dimanche en politique spécial depuis le Salon de l'Agriculture qui a ouvert ses portes ce week-end, porte de Versailles à Paris. Et pour cette 54e édition, la Normandie a mis les petits plats dans les grands, vous le voyez, avec sur 500 mètres carrés un véritable village dédié à la promotion des produits régionaux. La délégation normande, ce sont 129 producteurs, 87 éleveurs. Alors pour évoquer l'agriculture en Normandie, 3 invités. Sébastien Windsor, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Chambre d'agriculture de Seine-Maritime. Vous êtes exploitant agricole dans la région rouennaise. Stéphanie Anne, bonjour. Bonjour. Vous êtes agricultrice, vous, dans le Bessin, et vous êtes surtout cofondatrice de l'association Les Foulards Noirs. Et vous militez pour porter la voix des familles dans un contexte de crise. Enfin, Alain Delangle, bonjour. Bonjour. Vous nous venez de l'Orne, vous êtes éleveur bio et vous êtes notamment administrateur d'ABN, agriculteur bio de Normandie. Alors le salon de l'agriculture a été inauguré ce samedi par François Hollande. Il a rendu hommage notamment à Xavier Belin, le président de la FNSEA décédé il y a une semaine et dont la dernière visite en Normandie remontait au 6 février dernier. Alors Sébastien Windsor, vous connaissiez bien Xavier Belin. Vous avez été nommé ce matin, je crois, administrateur en remplacement de Xavier Belin au sein du groupe Avril. Un mot par rapport à sa disparition? Alors, je suis profondément triste. Je pense qu'on perd un vrai grand leader syndical, mais aussi quelqu'un qui était très acharné à créer, à trouver des solutions pour l'agriculture, à développer des filières, à accompagner l'agriculture dans tous ses défis, qu'ils soient économiques et réponse aux attentes de la société, pour les nourrir, pour l'environnement. Donc je suis vraiment triste d'avoir perdu un vrai capitaine. Alors on verra si tout le monde est d'accord avec vous, en tout cas sur la vision que portait Xavier Belin, notamment autour de cette table. Ce décès, en tout cas, il intervient dans un contexte de crise, une crise durable, une crise sans précédent. Je crois qu'on peut le dire, Stéphanie, vous avez en tout cas dans votre exploitation directement vécu cette crise dans votre chair. Oui, complètement. En 2015, c'était déjà catastrophique. Là, 2016, la situation n'a fait que s'aggraver. Il n'y a plus de trésorerie et on ne sait pas quoi faire pour sortir la tête de l'eau. Il y a un indicateur qui est un indicateur qu'on utilise très souvent, c'est le prix du lait. Où en êtes-vous aujourd'hui? À combien vendez-vous de votre lait et quel est votre prix de revient, le prix de fabrication? Alors concrètement, mon lait est vendu 280 € les 1000 litres, 28 centimes du litre, alors qu'il me coûte 31 centimes à produire. Donc tous les matins, vous produisez à perte. Je sais que je me lève pour travailler à perte. Alors la crise, elle se prolonge, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. On en parlait déjà ici l'année dernière. Le revenu des agriculteurs, il aurait chuté d'à peu près 26% en 2016. Je ne sais pas si c'est un chiffre que vous confirmez, Sébastien Windsor. Oui, c'est la triste réalité avec beaucoup d'agriculteurs qui sont dans cette période, comme vous le disiez, dans une vraie difficulté, qui n'ont plus les moyens de payer leurs factures, qui ne savent pas comment ils vont faire la jonction avec la prochaine moisson et pour lesquels il faut essayer de trouver le plus de solutions possibles. Et ça se traduit, ça touche les agriculteurs, mais ça touche aussi le reste de la population, parce que quand l'agriculture va mal, c'est des points de croissance en moins, des points d'exportation en moins pour la France, et c'est toute l'économie qui s'enraye. On n'est pas les seuls touchés. Il y a eu des plans d'aide qui ont été annoncés, des plans nombreux qui concernent notamment, par exemple, l'élevage. On sait que l'élevage, c'est un véritable moteur en Normandie, notamment dans l'ex-Basse-Normandie. Un chiffre pour le rappeler, 16% du troupeau français à la Normandie, c'est quand même considérable. Quid de ces aides? Pourquoi ces aides n'ont-elles pas abouti à une amélioration de la situation? Quand il y a un problème de fond sur le prix des matières premières, une aide, elle permet de donner un petit ballon d'oxygène pour passer un cap, pour payer quelques factures, mais on n'a pas réglé le fond du problème, les prix en l'occurrence, et puis le contexte climatique et la compétitivité de nos exploitations, avec plein de choses qui sont venues gréver la compétitivité de nos exploitations ces dernières années. Stéphanie, vous en avez vu la couleur de ces aides? Alors moi, je voulais rebondir là-dessus justement, concernant par exemple l'année blanche qui avait été proposée, où on avait entendu cette annonce-là. Nous, on s'est renseignés, alors on a commencé par se renseigner auprès de notre banquier, qui nous a renvoyés vers le centre comptable. Et en fin de compte, tout le monde s'est renvoyé la balle. On n'a pas pu bénéficier de cette aide-là, alors que ne pas payer les annuités d'emprunt pendant un an, ça nous aurait donné du souffle à l'heure d'aujourd'hui. Et quand on a eu l'info, on nous a dit c'est trop tard, c'était à faire avant le 31 octobre. Donc il y a quand même un manque de communication
Et Dieu sait qu'on a fait les démarches pour essayer de rentrer dans ce cadre. C'est un sujet dont on a beaucoup parlé, Alain Delangle, les aides qui concernent notamment les aides agro-environnementales, les MAEC. On sait qu'il y a eu des problèmes de logiciels, on sait qu'il y a eu des problèmes pour verser les aides. Et pour le bio, c'est aussi une actualité en ce moment. Il y a eu des manifestations tout récemment encore d'agriculteurs bio. Oui, alors on n'est pas tout à fait sur la même chose, parce que là on est sur des aides qui étaient promises et qui correspondent à un cheminement normal de l'accompagnement des agriculteurs vers l'agriculture biologique. Ça prouve peut-être que la priorité n'est pas là, ou en tout cas qu'il y a urgence à apporter de l'argent ailleurs, dans un contexte de crise. Alors, parce que par rapport aux aides qui ont été amenées par rapport à la crise, il faut savoir qu'il faut comprendre si on est dans une crise ou dans une mutation. Et si ces aides ne sont pas aujourd'hui efficaces, c'est-à-dire que si la crise persiste dans le monde agricole, ça veut dire qu'on n'est pas sur quelque chose de ponctuel, on est sur quelque chose de beaucoup plus profond. Et je crois que c'est sans doute, enfin nous, on n'est pas complètement surpris de la crise qui arrive aujourd'hui, parce que ça fait longtemps qu'on travaille sur la mutation de l'agriculture et notre objectif en tant qu'agriculteur bio, c'est de montrer des solutions pour demain. Et on est dans ces principes. Et ces solutions, enfin on en parlera, elles ont besoin aussi d'être accompagnées. Et c'est ce qui fait que les agriculteurs cette semaine étaient mécontents, parce qu'en fait, quand le gouvernement nous disait, le ministre nous disait il y a 4-5 ans dans la mise en place du plan bio, pour développer la bio, il faut avoir un marché. On est tout à fait d'accord, c'est important d'avoir un marché. Et il faut une lisibilité sur le marché. On a cette lisibilité sur le marché aujourd'hui, on n'a pas de lisibilité sur les aides pour accompagner. Et de ce point de vue-là, vous êtes dans une situation qui se rapproche de celle du conventionnel, mais on reparlera du bio et on reparlera du modèle tout à l'heure. En tout cas, la crise, elle touche des hommes et des femmes, parce que derrière la crise, il y a des hommes et des femmes, il y a des couples. C'est votre cas d'agriculteur, parce que vous êtes marié à un agriculteur. Oui, tout à fait. Et vous avez décidé de fonder l'association des Foulards Noirs. C'est une association qui existe depuis 1 an. Quel a été le déclencheur ? Alors, le déclencheur, concrètement, c'est que suite aux manifestations qu'avaient fait tous nos maris en 2015, surtout dans l'été 2015, on a vu que ça n'a rien donné. À la limite, ça a même été mal perçu aussi par les gens, et qu'il n'y a pas eu de suite. Et tout d'un coup, tout le monde s'est éteint, on n'a plus entendu parler de rien. Et on s'est dit, non mais, faut pas croire, la crise, elle n'est pas finie, elle est encore là. On, c'est les femmes. Voilà. Donc agricultrice, femme d'agriculteur, et on s'est dit la crise elle est toujours là et il faut quand même se faire entendre. Donc on a essayé par un autre biais, un petit peu plus en douceur, de montrer que la crise était toujours là et qu'on est scandalisé par le fait que, étant agriculteur, on ne peut pas se tirer un revenu et que derrière un agriculteur, c'est la famille entière, les enfants, et c'est tout un foyer qui en souffre. Alors la présidente de votre association, Ludivine Lemonnier, vient de publier un livre, on en parle un petit peu partout dans les médias en ce moment, avec son mari Christophe aux éditions Flammarion. Et ce livre s'intitule « Le jour où on a vendu nos vaches ». Alors on est allé rencontrer justement Christophe et Ludivine, on leur a donné la parole, on a essayé de comprendre un petit peu ce qui motivait l'écriture de cet ouvrage qui est un peu une mise à nu. Je vous propose de regarder ce reportage, on y revient juste après. D'abord il y a lui, Christophe, le paysan, et qui entend bien le rester, dans sa ferme Peau de Chagrin. Il a encore des bêtes à nourrir, mais de moins en moins, depuis qu'il a vendu une bonne partie de son troupeau de vaches laitières. Du jour au lendemain, on a éteint la machine à traire, la laiterie est venue chercher le tank après. Du jour au lendemain, ça a fait drôle à tout le monde. À commencer par elle, Ludivine, sa femme. Elle n'est pas agricultrice, n'en a jamais eu la moindre envie. Mais question engagement, aux côtés de son mari, elle n'a jamais failli. Elle est l'une des initiatrices de l'association Les Foulards Noirs. Il y a eu 600 suicides d'agriculteurs en 2015. Il y en a un tous les jours depuis le début de l'année. Il a tenu le coup, assure n'avoir jamais pensé à cette extrémité, pour sa famille et au nom de son engagement syndical. Il fait partie de tous ceux qui, de Bayeux à Caen et Paris, ont participé à ces actions souvent violentes d'une corporation à bout de nerfs. C'était en 2015, l'année où tout a basculé pour les Lemonnier. Ludivine, elle, vivait sa vie d'employée d'une grande surface, tout en s'occupant de son activité principale à la ferme, l'accueil des touristes dans ses chambres d'hôtes. C'est elle, en fait, qui faisait bouillir la marmite. Ils étaient surendettés, il leur fallait réagir. On met un masque, on sort, tout va bien, on garde le sourire et puis
Alors qu'au final, à l'intérieur, enfin, on se renferme. Ça va, vous n'avez pas trop de soucis. Non, 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 tout va bien, tout va bien. Alors que c'est la descente aux enfers, mais pas loin. Mis en avant et sollicités dans leurs manifestations respectives, ils ont commencé à se raconter. Et de fil en aiguille, une de leurs rencontres avec une journaliste est devenue un livre. Il faut que les gens osent parler, que voilà, si on a une mauvaise récolte, on n'est pas tout seul, c'est pas que de ta faute, faut oser parler. Et il y a certains passages dans ce livre-là que je suis sûr qu'il y a plein d'agriculteurs qui vont ils vont être à notre place directement. Ce qu'ils retracent à deux voix, c'est la manière dont ils ont pu se ressaisir face à la honte, au déshonneur. Le monde agricole est quand même un monde assez fier. Et je pense que pour l'homme en lui-même, enfin, l'exploitant, ça doit être très dur de ne pas pouvoir faire comme ses parents. Dans le temps, une famille, un couple d'agriculteurs arrivait à nourrir les beaux-parents qui étaient dans la ferme, les enfants, tout. Et maintenant, on n'arrive plus à se dégager un salaire. La moitié des agriculteurs, les sondages qui sont sortis, gagnent à peine 350 € par mois. C'est quand même, il n'y a pas grand métier qui arrive à sortir des salaires si faibles quand même. Il continue vaille que vaille, sans avoir épongé toutes ses dettes, mais convaincu qu'il a fait le bon choix et qu'une ferme laitière de la taille de la sienne n'avait pas d'avenir, parce que les producteurs ont perdu la partie contre les industriels et les distributeurs. Moi je pense que dans quelques années, dans 10-15 ans, toutes les grosses exploitations, ils appartiendront à Intermarché, à Leclerc, à tous ces grands groupes-là en fait. Alors que deviendront ces bâtiments déjà en grande partie désaffectés? Et que deviendront ces terres? À contre-cœur, il va se faire céréalier, ce n'était pas son métier, ni son héritage. À l'époque de mes parents, toutes les bêtes, c'était des herbages partout et toutes les bêtes venaient, il y avait un chemin d'un bout à l'autre pour que les bêtes mangent dans toutes les parcelles. Et là, ça devient quoi ça? C'est des céréales, c'est du blé. Du blé, de moins en moins de prairies, de moins en moins de vaches dans les champs et encore moins de paysans. Voilà pour ce reportage qui concerne donc l'association Les Foulards Noirs. L'une de ses représentantes est avec nous sur ce plateau. Stéphanie Anne, on peut dire que l'un de vos discours, l'un des propos des Foulards Noirs, c'est de dire « nous, les familles, sommes les victimes collatérales de ce que vivent nos maris ». Alors en l'occurrence, vous le vivez aussi, mais il y a aussi des membres des Foulards Noirs qui ne sont pas agricultrices. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que quand on voit que ça ne va pas au boulot, qu'il n'y a pas d'argent qui rentre, le soir, je vois mes collègues qui travaillent à l'extérieur, elles voient bien qu'il y a des soucis. Enfin, c'est un stress. Tout le monde se trouve malheureux de cette situation. Et c'est très difficile d'en parler aussi. Donc c'est pour ça aussi le mouvement a permis à des femmes de venir nous rejoindre en disant, faut pas avoir honte quoi. Beaucoup se disent, ouais, on sait pas bosser, il se passe quelque chose. Des gens qui ont été obligés comme là, Ludivine et Christophe, d'arrêter de traire et vendre leurs vaches, c'est à contre-cœur. Voir ces bêtes partir et, notamment, c'était une ferme depuis plusieurs générations. Lui, il se disait, est-ce que j'ai loupé quelque chose? Non, t'as rien loupé et malheureusement, il faut subir et on voit qu'il n'y a pas de résultat. Il y a une forme de tabou autour des difficultés que rencontrent les agriculteurs. C'est vrai que les hommes ont peut-être plus de mal à s'exprimer. Alors, oui, je pense que le monde agricole vivait assez facilement autour de vivons heureux, vivons cachés, parce que les agriculteurs avaient, dans un certain nombre de cas, très mal vécu des critiques qui leur étaient adressées sur leur mode de production, alors qu'ils étaient en phase de changement. Donc ça les avait peut-être un peu blessés, ils se sont repliés sur eux. Maintenant, je pense que la profession agricole a quand même beaucoup communiqué ces derniers temps sur les difficultés qu'on vivait dans nos exploitations, sur la réalité des problèmes, et y compris en demandant à la population d'accompagner ces changements qui sont en place chez nous, de faire le choix de consommer les produits français, de consommer des produits venant d'exploitations autour de chez eux pour sauver de l'emploi, pour sauver et accompagner ces agriculteurs. Donc je pense que ce virage de la communication, il est en train de se prendre. Cette question du consommer, manger français, d'ailleurs, ça fait partie, je crois, des éléments que vous mettez en avant avec les Foulards Noirs. Oui, tout à fait. Vous pensez que ça peut être finalement une solution, une forme de retour au bon sens pour vous? Oui, et aussi d'en parler aux consommateurs, de leur dire simplement en achetant à côté de chez vous à un producteur ou sur un marché, voilà, vous mangerez sain et en plus vous ferez vraiment vivre les producteurs du coin. Je pense, Alain Delangue, que vous devez être totalement en accord avec ce qui se dit autour de la proximité avec les consommateurs et les citoyens. C'est l'essence même du bio.
Et alors il y a déjà une chose, c'est qu'on ne peut pas ne pas être sensible à ce qui arrive au monde agricole aujourd'hui. Moi je suis issu du monde agricole, je suis agriculteur dans une commune où mon père était agriculteur et j'ai forcément des voisins qui subissent aussi la crise. Donc une des raisons d'être de l'agriculture biologique, c'est le vivant, c'est l'humain. Donc on ne peut pas ne pas être sensible à ce qui arrive aujourd'hui dans le monde agricole. Maintenant, derrière les solutions, nous on y pense depuis longtemps parce qu'on est peut-être conscient depuis longtemps que l'agriculture a besoin de durabilité et que les voies prises depuis quelques années n'allaient pas dans le sens de la durabilité. Et donc ce qu'on a toujours voulu faire au sein du réseau ABN et du réseau FNAB au niveau national, c'est dire plutôt que d'être critique par rapport à un système, c'est de savoir comment on pouvait préparer l'avenir et comment on pouvait trouver des solutions pour demain. Et alors on peut évoquer évidemment les solutions d'avenir sur le fond, mais si on parle de la forme, dans le sens si on parle de la taille par exemple des exploitations et de ce modèle-là, on entendait Christophe dans le reportage dire finalement moi ce que je vivais à l'époque avec mon père ne correspond plus à ce que je vis aujourd'hui, je ne comprends pas le monde dans lequel je vis aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui on est à 31 000 exploitations en Normandie, il y a eu une baisse de 40% en 15 ans. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit qu'il y a eu des concentrations ou ça dit que le modèle qu'on connaissait est en train de disparaître et qu'il faut devenir, comme Christophe, fataliste ? Non, il ne faut pas devenir fataliste. Déjà, c'est bien la baisse du nombre d'exploitations, c'est pas forcément la baisse du nombre d'exploitants. Il y a eu une baisse du nombre d'exploitants mais plus faible. C'est aussi parce que les gens se sont parfois regroupés pour limiter les contraintes. Aujourd'hui, les jeunes qui s'installent ne veulent plus avoir la contrainte de la traite tous les week-ends. Donc ils se regroupent à plusieurs et créent une exploitation à plusieurs pour pouvoir avoir chacun leur tour ces contraintes-là. Et puis face à ça, il y a eu aussi des évolutions des modes de consommation, de commercialisation. On parlait du bio tout à l'heure, mais aujourd'hui où on est sur le salon, avec un stand d'une Normandie réunifiée, on est à la veille du lancement d'une marque Normandie dans laquelle l'agriculture au travers de l'IRCA et de la marque Gourmandie est déjà ancrée depuis un certain temps. L'IRCA, c'est l'Institut régional de qualité agroalimentaire. C'est un outil de promotion ? C'est un outil de promotion de tout ce que fait l'agriculture, des productions sous signe de qualité, donc l'agriculture biologique, mais aussi toutes les AOC et tous les produits normands. Vous rejoignez donc ce que dit Stéphanie, c'est-à-dire par rapport à la visibilité et à la traçabilité des produits, voilà. C'est-à-dire la marque Normandie, pour vous, c'est essentiel ? Cette marque-là, elle a pour but de faire la promotion et de faire que les gens, quand ils veulent trouver un produit normand et de proximité, ils l'identifient derrière une marque collective. Que ce soit chez le producteur, mais aussi en grande distribution, parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui, encore 80% des achats se font dans la grande distribution. Et au travers de la marque Normandie, on essaye de séparer et d'identifier, de mettre en avant ces produits qui viennent de nos exploitations. Est-ce qu'on n'est pas aussi en train de vivre une évolution du modèle, alors peut-être économique, mais aussi social ? Les aspirations évoluent. Est-ce que les foulards noirs, c'est pas ça aussi ? C'est-à-dire, le rôle de la femme n'est plus le même ? Je veux dire, oui. Il y a vraiment une évolution de ce point de vue-là. Les aspirations à jouir du temps libre et à vivre le travail autrement, est-ce qu'on n'est pas aussi là-dedans ? Oui, aussi, sans doute. C'est vrai que les femmes, aujourd'hui, surtout celles qui travaillent à l'extérieur, ont un regard extérieur complètement sur l'exploitation. Donc, quelque part, il y a un besoin de bien-être et de profiter d'être en famille. Ou alors, à l'époque, ça se faisait sans doute pas comme ça. Moi aussi, on travaille tous les deux sur l'exploitation. J'ai envie aussi de profiter de mes enfants, d'avoir du temps libre. C'est plus du tout la même agriculture, c'est vrai. C'est le cas aujourd'hui, vous pouvez profiter. On prend du temps libre, mais alors à moindre coût. On essaye de ne pas dépenser trop, on ne part pas trop en vacances ou chez des amis. Mais on essaye quand même de prendre du temps libre parce que c'est déjà tellement difficile de tenir moralement que si on ne lâche pas un peu de pression, dans un an, on n'est plus là, quoi. Vous le disiez Alain Delangle hors émission, vous m'expliquiez que le choix du bio notamment, c'était pour vous une manière de sortir la tête du guidon, enfin en tout cas d'avoir un peu de temps pour réfléchir. Je ne dis pas que le bio donne du temps pour réfléchir, mais en tout cas vous souhaitiez que l'agriculteur ait ce temps nécessaire pour réfléchir, de ne pas être en permanence dans la production. Vous maintenez ce discours, je pense. Et la réflexion, moi je le dis aux jeunes dès l'installation. C'est-à-dire, tout jeune que je vois qui a envie de s'installer, je lui dis avant de t'installer, pense bien à construire un modèle économique qui te donne du temps pour réfléchir et qui te donne de l'argent pour vivre, parce que c'est aussi indispensable.
Et ça, c'est fondamental. Et c'est le projet de vie qu'on a fondé, moi, en fondant un GAEC en 88, quand on s'est installé. On n'était pas en agriculture biologique. Nous, on a démarré en agriculture conventionnelle. Mais je suis à peu près persuadé que si on est passé en bio en 96, c'est parce que dès le départ, on avait fondé notre modèle sur la ferme qui allait nous permettre d'avoir du temps pour les loisirs, mais aussi du temps pour se former et donc être en capacité de se poser les bonnes questions dès que les premiers signes sont apparus. Et les premiers signes, on les a vus en 96 avec la crise de la vache folle. Et nous, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? On va aller rencontrer des gens qui sont sur d'autres modèles, on va les voir. Et 6 mois après, on passait en agriculture biologique. On est sur le salon ici, Sébastien Windsor, c'est un moyen unique de rencontrer les citoyens et les consommateurs, de leur présenter aussi les innovations que vous mettez en avant, notamment. Est-ce que, aujourd'hui, parce qu'on parle de modèle, est-ce que le modèle qui existe aujourd'hui, il n'est pas aussi, là je parle sur le plan de la production par exemple de lait, l'après-quota a fait qu'on s'est retrouvé devant un mur, on ne peut plus poursuivre et continuer comme ça, il faut peut-être, je ne sais pas, je vous pose la question, innover, il faut peut-être envisager de se tourner vers d'autres types de valorisation de l'agriculture. Et je crois que c'est un des éléments que vous mettez en avant au sein de la Chambre. Absolument. Je pense qu'on a besoin d'innover à tous les échelons dans notre façon de produire, en retrouvant de l'agronomie, en allant chercher des solutions nouvelles pour répondre face à des insectes nouveaux, des résistances qu'on voit. Voilà, aller chercher tous les leviers dans la rotation des cultures, dans les associations de cultures. Vous me parliez d'une colle assez révolutionnaire, mais c'est un bon exemple. Et on cherche aussi des nouveaux débouchés pour trouver des nouvelles valorisations. Donc on va par exemple, et c'est un projet qui avait été initié par Xavier Belin et le groupe Avril, essayer de développer sur le site de Grande Couronne une production de colle qui va servir à faire des panneaux de bois agglomérés qui peuvent servir à faire les meubles de cuisine que vous avez peut-être chez vous ou des tables. Les anciens panneaux étaient faits avec des colles à base de formaldéhyde. Ils émettaient des composés organiques volatiles qui étaient nocifs, dangereux pour la santé. On va les remplacer avec des protéines de colza. Ça va faire vivre une agriculture, ça va amener un nouveau débouché valorisant et ça fera des panneaux biosourcés qui n'émettront pas ces COV et qui demain répondront aux attentes du consommateur. Donc tout ça, c'est des innovations qui doivent nous trouver des nouveaux débouchés sur nos exploitations et amener un peu de valeur ajoutée et répondre aussi à nos problèmes économiques. Et répondre aussi aux aides européennes qui vont se tarir forcément, donc il faut trouver de nouveaux débouchés. Ça a été présent filigrane plus ou moins tout au long de l'émission. On a parlé un petit peu du bio, on a parlé de solutions humblement et rapidement qui pouvaient être mises en œuvre par rapport à la crise qu'on traverse. Le bio est visiblement perçu par certains comme une solution possible. Je vous propose dans un premier temps de regarder un petit reportage très rapide qui vous donne une idée des chiffres du bio en Normandie parce que le bio connaît une croissance quasi inégalée ces 2 dernières années. On regarde, on se retrouve ensuite. Dominique s'est converti au bio après la crise de la vache folle et ne le regrette pas. Son lait est aujourd'hui acheté à sa juste valeur. Il a pu embaucher 3 personnes à temps plein et redonner du sens à son travail. On va chercher à exprimer le potentiel de notre sol quand même. La seule chose, c'est qu'on n'a pas les artifices que sont les engrais, les produits chimiques. On n'a pas ça. En 1995, il n'était qu'une poignée comme Dominique à avoir choisi le bio. Aujourd'hui, 1260 exploitations sont certifiées agriculture biologique en Normandie, soit 10 fois plus qu'il y a 20 ans. Une croissance qui s'est très nettement accélérée ces dernières années, avec un boom des demandes de conversion en agriculture biologique, qui en 2016 atteignait 18 000 hectares. Un choix environnemental, mais aussi économique, dans un contexte de crise. Gagner plus, si on peut, ça serait bien. Mais bon, c'est pas ça qui fait qu'on passe en bio, quoi. Dans un premier temps, on se dit, si déjà on arrive à garder notre situation sans la détériorer, voilà. Incontestable, le dynamisme de l'agriculture biologique en Normandie doit être nuancé. Région de grande culture, la Seine-Maritime et l'Eure restent largement à la traîne de ce phénomène qui touche l'ensemble du territoire. Alors on voit le bio est perçu par certains agriculteurs comme un moyen finalement de dégager davantage de revenus. Alain Delangle, est-ce que le passage au bio est une solution miracle pour surmonter la crise? Alors, à titre individuel, des miracles, il n'en existe pas. Parce que chaque agriculteur est autonome dans ses choix et donc a un certain nombre de contraintes pour réussir.
Donc la première contrainte pour le passage en bio, c'est d'être dans une capacité, une volonté de le faire. C'est d'abord l'envie qui doit mener vers la bio. Mais derrière, on ne peut pas partir d'une situation catastrophique financièrement. La partie miracle, elle n'est pas là. Et donc il faut cette partie volonté de l'agriculteur et il faut une forme d'anticipation par rapport au passage de la bio. On constate que ceux qui sont en bio, par rapport à ce que vit Stéphanie par exemple, vendent leur lait un petit peu plus cher, voire beaucoup plus cher. Est-ce qu'on peut imaginer que 100% des éleveurs passent au bio et continuent à gagner un peu plus, à vendre plus que 28 centimes le prix du... Enfin, est-ce que c'est envisageable, 100% bio finalement? Nous franchement on travaille pour ça. On travaille pour arriver à 100% de l'agriculture en bio. Et au-delà même de la bio, parce que la bio n'est même pas une finalité, c'est une démarche. Donc derrière, il y a des choses à faire en termes d'économie, il y a des choses à faire en termes d'équité dans les relations commerciales. Nous, aujourd'hui, la bio, c'est 6% des surfaces au niveau national. Donc on est une toute petite filière, avec aujourd'hui les avantages et les inconvénients des petites filières, c'est-à-dire on a plein de choses à construire, mais on a aussi la possibilité d'innover et donc de travailler par exemple sur le commerce équitable Nord-Nord. C'est des choses qui nous tiennent à cœur. Comme la filière, elle est là, elle débute, elle est petite, c'est maintenant qu'il faut penser à son évolution. Vous en pensez quoi, Sébastien Windsor? 100% bio, ça vous paraît jouable? Alors moi je pense que, je ne sais pas, je ne vais pas répondre à ce que c'est jouable ou pas, mais ce dont je suis sûr, c'est que y a une partie de la population qui, pour le moment, n'a pas les moyens d'aller acheter des produits biologiques. Donc il va rester de l'agriculture conventionnelle aux côtés de l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, j'en suis à peu près persuadé, va continuer à se développer et c'est plutôt une bonne chose. Mais il faut aussi qu'on accompagne toutes les agricultures et le reste de l'agriculture pour dans la recherche de solutions par l'innovation, en y allant aussi, y compris rechercher certaines des solutions utilisées par les agriculteurs biologiques, et puis en mettant en avant nos produits normands, même quand ils ne sont pas issus de l'agriculture biologique, avec leur qualité, leur traçabilité, pour accepter que dans ces cas-là, le consommateur accepte quand même de payer quelques petits euros de plus et pour faire vivre les agriculteurs. Stéphanie, vous y avez pensé au bio ou c'est juste pas possible pour vous pour le moment? On y a pensé, concrètement il y a 2 ans, mais je vous dirais qu'on a tellement la tête dans nos chiffres, pour moi, déjà, pour passer en bio, il faut déjà avoir la trésorerie au départ pour pouvoir encaisser, si on peut dire, les 2 ans de conversion, comme disait Monsieur Delange. Et d'autre part, je ne suis pas convaincue. Alors, vous allez peut-être dire que je suis pessimiste, mais je me dis quand les laiteries auront le volume de lait en bio, rien ne nous garantit que le prix sera toujours élevé. Ce que j'ai peur, c'est que le prix du bio s'effondre et qu'on se retrouve dans la même situation. Et puis concrètement, aujourd'hui, on essaye déjà de sortir la tête de l'eau. J'ai pas l'esprit à me remettre dans des projets de telle ampleur. Vous savez... Rapidement, qu'est-ce que ça vous inspire, ce témoignage? Ça me donne envie, on s'est vu tout à l'heure, ça me donne envie qu'elle vienne visiter mon exploitation. Déjà, ça c'est la première chose. Ensuite, la notion du prix dont vous parliez tout à l'heure est un faux problème parce qu'aujourd'hui, les prix sont constitués pas uniquement du marché, mais sont constitués aussi d'aides. Donc, ce que je voulais dire tout à l'heure pour rapport au développement et l'évolution de la bio, il faut qu'il y ait une responsabilité de l'agriculteur et une volonté de l'agriculteur. Mais il faut aussi qu'au fur et à mesure de son développement, il y ait le marché, qu'on prépare le marché qui va avec. Et il faut aussi qu'il y ait la politique agricole qui l'accompagne. Et ça, c'est primordial parce que c'est ces 3 éléments qui font aujourd'hui la notion du prix. Quelques secondes pour terminer, Sébastien Windsor. Je pense que ça, c'est une vraie réalité pour toutes les filières, qu'elles soient bio ou pas. On se doit de travailler le débouché, et y compris sur les produits normands, s'assurer que la demande du consommateur est accompagnée de façon équilibrée, qu'on ne vient pas produire plus que la demande pour essayer de tirer un peu de valeur ajoutée et maintenir des prix raisonnables pour nos exploitations. Et ce qu'on a compris et ce qui ressort notamment de cette émission, et je vous remercie d'y avoir participé, c'est que le rôle du consommateur, du citoyen est important. Il était au démarrage de la création du bio, il est présent dans les circuits courts et partout ailleurs. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis sur France 3 Normandie. Merci à celles et ceux qui ont rendu possible la réalisation de ce dimanche en politique. Excellente après-midi à toutes et à tous.